Février 2017. Petite chronique loufoque des tribulations de Valbise en romancie. 10e chronique. Vous est-il déjà arrivé de vouloir devenir un saint? Eh bien moi, sachez qu'après 18 tentatives pour en devenir un, j'ai finalement renoncé. Et je me contente maintenant de pousser de temps à autre ma petite charrette pleine d'étoiles. C'est surtout la montagne blanche qui me fascine, et davantage la nuit. Allez donc savoir pourquoi. Peut-être est-ce pour conjurer un peu mes 1001 années de nostalgie, car, tout chercheur d'or que je suis, c'est dans la montée du soir que s'installe solidement la solitude du magicien. Et c'est les pieds dans les nuages que, tel un vieux gringo, j'attaque la longue nuit américaine en méditant sur le tombeau d'Hélios. Et c'est en pressant les ombres mystiques du vide incandescent que je parviens à extraire toute la lumière lactescente de la nuit pour me joindre, ne serait-ce qu'un instant, à tous les pèlerins de l'infini. Et c'est dans cette solitude lumineuse qu'il pleut alors d'ineffables étoiles, et qu'en filigrane passe un ange pour m'indiquer les multiples trajets et itinéraires de l'oubli. Ceux qui mènent à l'énigmatique sorcière rousse qui va me convier à trinquer avec elle à même la coupe de cristal taillée, quoique ce n'en soit pas moins un leurre de vérité. Mais qu'importe, puisque cette nouvelle Arcadie m'est devenue terre d'exil fabuleuse. Cette vertigineuse descente dans la vie nocturne me conduira alors à l'impassible coupeur de roseaux, ce qui me fera accéder au poisson de jade et à la rarissime épingle au phénix. Et c'est cette prodigieuse constance du sage qui me plongera alors dans une profonde tranquillité de l'âme. Par ailleurs, je me dois ici de vous rappeler que mes pérégrinations hebdomadaires me mènent invariablement vers d'ambroisiennes agapes, où le pain sacré des rêves nous met le front carrément dans les nuages. Toutefois, lorsque le voyageur de la Toussaint, tout empreint de vie magnétique, arrivera de la colline des anges, il faudra absolument consulter le tableau de l'apothicaire, car les fous de Dieu menaceront dès lors de répandre les cendres de la colère en d'effroyables orages d'acier. Et voilà, ô ironie du sort, que le grand cycle des ombres générera de trompeuses espérances, où la maîtresse du chaos, sous les traits perfides de la dame de pique, nous remémorera la terrible malédiction des ancêtres. Les puissants seigneurs de guerre crouleront alors sous la mortelle morsure du dragon de feu, dans un monde vacillant et annonciateur du crépuscule des géants. C'est à ce moment-là que les faiseurs de pluie, tous partisans du bonheur obligatoire, étrangleront impitoyablement la petite légende dorée des contes de la rose pourpre. Ressurgira alors l'infâme sortilège de la dague maudite, où l'empreinte des dieux dans l'ombre noire du condor appellera le démon de l'oubli. Et c'est ainsi qu'il sera minuit dans le jardin du bien et du mal. Et dans une trop longue attente se produira ensuite une chute très lente vers la maison du bout du monde, dernier refuge avant la nuit immense où le prince des marées pleurera la muse tragique. Sur une petite musique des adieux, planant dans l'envers du vent, se profilera alors la ténébreuse rivière de l'exil. Mais malheur à qui danse hors de la ronde. Aussi, très très loin, luira le phare d'un monde flottant, minuscule rappel de la force irrésistible des choses. Il est dit dans le Tao Te Ching que le Dr Jekyll et Mr Hyde portaient tous deux la marque de la bête, et que les exploits du jeune Don Juan n'ont rien à voir avec l'énigme de la Marie Galante. Ah, mortelle est la nuit, me dis-je, avec une certaine candeur, pendant que j'attendais dans la petite boutique du tailleur, et que s'envolait mon âme sur les ailes d'Isis en quête de la parfaite lumière.
celle qui donne accès à l'arbre à pluie, où se tient le redoutable festin des louves. Mon esprit divaguait quelque peu, car je me voyais très bien empereur de Chine au temps des soleils barbares. Alors que j'interrogeais le maître des sables et du vent à propos de l'anneau de Cassandra, on me parla de cercles bizarres dans la forêt, et qu'au diable Vauvert se tenait dans les hautes tours du silence l'hiératique palais du désert. Et c'est par le jeu de la vérité que j'apprends dans le livre de la jungle que l'ombre subtile de la lune conduit au chemin de la maison haute, et que les fleurs d'Hiroshima sont l'unique lot d'un roi sans couronne. C'est dans des pavillons très lointains que le fou devint roi. C'était une nuit de magie noire, où les damnés de la taïga s'étiolaient imperceptiblement dans la lenteur de l'avenir. Mais voilà, coup de théâtre! Le vicomte de Bragelonne, en premier de cordée, nous rappelle la gloire des vaincus, et c'est dans la petite boutique des horreurs qu'on retrouva les mariés de la Tour Eiffel, qu'on croyait pourtant partis à bord d'un taxi mauve sur le 42e parallèle. Est-il utile ici de vous rappeler les infortunes de la vertu, puisque M. de Poursognac s'est complètement fourvoyé dans les fourberies de Scapin? Alors qu'Uburoi s'acharnait bien inutilement sur les misérables séquestrés d'Altona. Toutefois, cela évoque étrangement le secret fardeau d'Edvard Munch, alors que les demoiselles de Concarneau étaient encore prisonnières sur l'impassible mer des Sargasses. Mais trêve de plaisanterie. Il est écrit dans mon journal d'exil que la chambre de Goethe constituait un véritable barrage contre le Pacifique et que le rendez-vous manqué de Patmos promettait d'impénétrables remparts de silence sur les forces de la vie. D'aucuns ont même prétendu que le magicien d'Oz s'était subrepticement faufilé jusqu'en 2001. L'Odyssée de l'espace, vous vous souvenez sans doute, mais allez donc savoir. Et qu'à cela ne tienne, car les maîtresses du jeu, fortes du complexe d'Icare et en désespoir de cause, nous proposent l'insolite interprétation des singes pour traquer définitivement le fantôme de la Tour Eiffel. Et c'est dans le bar des flots noirs que toute la colonie pénitentiaire rêve d'une 5e colonne où des filles de feu vous offrent des flavescentes roses de Java. Il a été établi depuis longtemps que l'amour est une chose étrange, et qu'en périphérie de la grande spirale, les roses pourpres et les lys purs côtoient de blondes abrasives, et que les cœurs farouches s'abreuvent à la fontaine du grand abîme. Mais quelle étrange solitude pourtant accompagne le bruit du temps alors que nous guette l'ivresse de l'irrémédiable métamorphose. Il m'arrive parfois de me sentir comme l'homme qui vivait sous terre, et où les bruits du cœur scandent obsessivement une danse sacrale. Petit aparté ici. Bon, écoutez, j'espère sincèrement que vous arrivez à me suivre dans tous les méandres de cette chronique. Sinon, vous n'êtes pas au bout de vos peines, car rien n'est simple et tout se complique. En effet, depuis le dossier Odessa, l'épopée des Tibétains nous a entraînés dans une complexe histoire de faux monnayeurs où Billy the Kid lui-même, arrivant directement de Tortilla Flat, nous entonna un irrésistible Manhattan Blues. Cette rencontre du troisième type avait l'avantage, malgré la présence vraiment inopportune d'un mystérieux poltergeist, de provoquer le retour tout à fait inespéré en Atlantide, même si nous étions alors en 1984, et que le démon du bien battait les pavés du diable. C'est alors que le capitaine Fracasse, en un combat douteux, s'empara seul du pont de Londres. Quel beau dimanche, me dis-je en attendant le train du matin. Quoique l'imparfait du présent me gênât quelque peu pour le futur immédiat. On annonça alors un récital des anges dans la maison du bord du monde.
Mais c'était un peu comme faire la chasse à l'insaisissable météore, puisque la note sensible procédait par petite mécanique à 99 francs pièce. Par ailleurs, comme j'étais seul à Berlin, l'appel de la vanité et de la chair fraîche me firent dériver vers Apollon et les petites putains de Candide. Bien mal m'en pris, car sous un ciel si fragile, mon retour inopiné à Cythère risquait fort de se transformer en véritable montagne russe. Et c'est alors qu'un flic hargneux m'interpella brusquement. « Poète, vos papiers !» Bon, dans ces moments-là, on voudrait être comme vendredi les limbes du Pacifique, fondu dans une molle indolence où les égarements du cœur et de l'esprit participent à la gloire de l'Empire. Mais c'est à rebours et bien malgré moi que, telle une Antigone éplorée et ensorcelée, je décochai une flèche d'or droit sur les rumeurs de la haine. Et seul le bruit ultra fin de la neige évoqua alors pour moi les désordres secrets des soldats en déroute à la célèbre bataille de Wagram. On vit une époque formidable, me dis-je, avec une légère pointe d'humour, teintée bien sûr d'une petite goutte d'ironie acide. Et c'est ainsi que s'imposa à moi la vision d'un toit fragile où veillent d'inquiétants vautours. Dans une future chronique italienne, il faudra bien que je parle de l'empreinte du renard sur les pierres du temps, car, en marge des jours, l'éducation de l'oubli mène tout droit à l'ère du soupçon, où les déracinés errent sur la montagne de l'âme en une stérile chasse à la licorne. Bon, maintenant, que faire de tous ces crétins? Voilà qui ouvre un vaste champ d'exploration, me dis-je. Mais, comme chaque jour est un adieu, il serait sans doute préférable de porter toute son attention sur un quelconque traité axé sur la tolérance. Est-ce ainsi que vivent les hommes? Chantait le poète, devant l'immensité de la petitesse. Que faire alors? Sinon participer à l'élucidation du mystère de la crypte ensorcelée, et selon le songe de Scipion, le vainqueur d'Hannibal, devenir des bâtisseurs de ponts et ainsi avoir foi en la promesse de l'ange. Bien sûr qu'il faudrait chercher à connaître les dernières nouvelles du cosmos et avoir quelques sérieux entretiens sur la fin du temps. Mais pour ce faire, il faudra grande patience dans l'azur, car les larmes d'Icare appellent le cri du sablier, et le livre brisé ne contient que les récits d'une vie fugitive, psalmodiés par le cantique des gisants. Aussi, nous est-il loisible de lire dans la boîte noire du malheur indifférent que la première nuit passée à Psychopolis nous avait amenés à fréquenter un club du suicide, et que le joueur de Malicorne nous avait bien aimablement fredonné la complainte du loup et de la colombe sur un lointain rivage de barbarie. Et c'est dans la lettre écarlate que la belle Vénitienne avait mentionné pour la première fois les antiques Saturnales du rouge Brésil. Toutefois, selon la théorie des anciens astronautes, la mort de l'inquisiteur suscite toujours un feu secret qui accompagne invariablement l'enfance d'un chef. Mais trêve de propos importuns, je reçois à l'instant une invitation en provenance du château, et on me donne comme repère le phare du bout du monde, celui de la lumière du détroit. Bon, tous les fleuves vont à la mer, me dis-je d'un air plutôt résigné. Cependant, en fait de château, il s'agissait davantage d'une très ancienne maison près du Marais, connue sous le nom du Mât des Alouettes, toute bordée de lys de mer. Mais seuls les initiés savent fort bien qu'il s'agit en réalité du café Balbise. Voilà qui ressemble à l'heure de la sortie, me dis-je un peu tristement. Tout cela évoquant pour moi un air de Tragic City Blues.
Mais non! Dès mon entrée, une musique envoûtante me submerge, et quelqu'un annonce que c'est maintenant l'heure de s'enivrer, et qu'ici ne s'écoulent que de très riches heures en compagnie d'êtres rares. Quelle nuit magique! Quelle chance inouïe! Mais, chut, 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 taisez-vous! J'entends venir un ange. Santé. Oh, merci. Oh, la deuxième moitié, là. Oh, boy. Ouais. Ouais.